Aux origines de la crise, la recherche d'une rentabilité toujours croissante par les établissements financiers. Ceux-ci ont assoupli les conditions de prêt, notamment immobiliers, afin de faciliter l'essor des crédits dits subprimes, développement d'autant plus rapide que l'excès de liquidité dans le monde permet une surabondance de crédits. Pour diminuer les risques sur les banques, les crédits subprimes sont transformés en titres financiers et mis sur le marché, ce qui en fait accroît le risque sur tout le secteur financier. Mais le système est vertueux tant que le marché immobilier est à la hausse. Si un emprunteur est amené à défaillir, il est toujours possible de revendre la propriété avec une plus-value. Mais le marché immobilier se retourne et la machine se grippe. De plus en plus d'emprunts ne sont plus remboursés auprès des banques et d'importants risques sur les produits titrisés apparaissent de façon flagrante. Une crise de confiance gagne les marchés et les refus de prêts interbancaires deviennent de plus en plus courants, débouchant sur une crise de liquidité. Par effet domino, de nombreuses banques sont mises en difficulté et sont obligées de déprécier leurs actifs. Le choc ne se fait pas attendre. Amplifié par la morosité du marché de la pierre et des révélations sur les actifs pourris détenus par les banques et les fonds spéculatifs, les pertes bancaires s'amoncellent, la crise de confiance s'auto-alimente, une crise financière grave est amorcée. La crise financière pose 3 problèmes d'importance. La solvabilité des ménages est mise à mal, la croissance économique est freinée et la crise de liquidité va croissante, empêchant les refinancements des banques. Pour y faire face, les instances financières nationales et internationales affinent leur politique budgétaire expansionniste d'abord, afin de relancer la croissance, politique monétaire des banques centrales ensuite, via la baisse des taux d'intérêt et via des injections de liquidités aux établissements dans le besoin, politique fiscale enfin, afin de garantir la solvabilité des emprunteurs. Cependant, ces mesures n'enrayent pas les pertes bancaires, annoncées en cascade, et dont le corollaire est la faillite, ou quasi-faillite, de nombreux établissements financiers. Conséquence directe, la crise de confiance est amplifiée, ce qui rend les ménages de plus en plus inquiets et fait lourdement chuter les bourses mondiales. La tendance baissière est favorisée par la spéculation et les gains à court terme grâce aux ventes à découvert. Mais face à l'aggravation de la crise, les États interviennent pour rassurer les marchés, ils augmentent les seuils de garantie de dépôt pour les particuliers, injectent du capital et nationalisent les sociétés qui frôlent la faillite. Ils s'engagent sur des garanties de prêts interbancaires à hauteur de centaines de milliards d'euros. Les États-Unis mettent en place une structure de défaisance, le plan Paulson, pour racheter les crédits pourris et les banques centrales coordonnent leur politique monétaire pour enrayer la chute des bourses. Malgré tous ces efforts, les bourses continuent de chuter, les pays occidentaux entrent en récession. La financiarisation des entreprises. Après la Seconde Guerre mondiale, l'idée de bénéficier de revenus, comme les retraites, le chômage ou les dividendes par exemple, sans pour autant exercer une activité directement liée à ce revenu, s'est généralisée. Notre système économique a dû trouver un moyen pour les financer. Tout a commencé aux États-Unis. Les entreprises étaient chargées de collecter l'épargne des salariés en vue de leur retraite à l'intérieur d'un fonds de pension. Cette épargne était placée dans l'entreprise elle-même. Or, en 1974, la loi a demandé à ces fonds de pension de placer cet argent dans d'autres entreprises pour limiter les risques. Dès lors, une énorme quantité d'épargne a été placée sur les marchés boursiers. Les entreprises américaines cotées ont ainsi pu bénéficier de sommes considérables. Les fonds chargés de gérer cette épargne ont acheté des actions d'entreprises qui leur paraissaient solides et leur promettaient les rendements les plus importants. Une forte compétition s'est installée entre les entreprises qui se sont mis à promettre toujours plus de profits. L'épargne captée leur a permis de financer des innovations, d'acheter d'autres entreprises et de s'accroître à l'international et ainsi de réaliser plus de profits. Le modèle américain a été suivi par l'Europe, puis par le monde entier à partir de 1985. Toutes les entreprises cotées ont fait des promesses de profit pour attirer les capitaux.
Les entreprises ont alors transformé leur modèle de fonctionnement. Elles ont intégré des outils de contrôle et de reporting sophistiqués pour garantir un profit maximum à toutes les étapes de la production. Avant, la finance n'était qu'un outil au service du travail, unique facteur de création de la valeur. Désormais, c'est le travail qui est au service du résultat financier promis aux actionnaires. C'est ce que l'on appelle la financiarisation des entreprises. Pendant 30 ans, la course au profit a accéléré les innovations et les regroupements d'entreprises. Cette surenchère d'innovation a généré une forte croissance économique, mais celle-ci était fondée sur une destruction toujours plus rapide des produits et des services. Les entreprises finissent par devoir détruire elles-mêmes leurs innovations en trouvant toujours de nouvelles. En 2007, la course à l'innovation garantie par la finance est en panne. En effet, l'argent des épargnants n'est plus assez abondant et leur confiance n'est plus acquise. La période de prospérité économique s'arrête. De la transformation des entreprises naîtra le nouveau mode de croissance des prochaines décennies. Construit sa croissance sur des politiques de prédation économique. Je pense que par ailleurs, la position des Chinois peut se comprendre. Pardonnez-moi de vous interrompre, le modèle de croissance de la Chine n'a pas été basé en priorité sur le marché intérieur. Non, il est basé sur des politiques de prédation. Sur une politique de prédation. Sur des politiques de prédation. Et ces politiques de prédation prennent la forme suivante, c'est-à-dire que le gouvernement chinois peut maintenir le niveau général des salaires extrêmement bas, à peu de choses près, entre 6 et 8% du niveau européen, alors que la productivité de l'industrie chinoise, dans un certain nombre de branches, commence à se rapprocher de la productivité des pays développés. On sait qu'elle atteint à peu de choses près aujourd'hui 45 à 48% de la productivité américaine dans certains secteurs, dans l'automobile, dans l'appareillage électrique et électronique, dans les constructions mécaniques, etc. Et tout ceci, évidemment, inclut un très gros déséquilibre. Bon. Alors, sur ce point, juste une petite remarque. La stratégie de la Chine, vous l'avez dit, elle a été basée sur des excédents, une stratégie de prédation, mais en termes de mode économique interne, de substituer en quelque sorte du travail au capital. Améliorer sa productivité, ça veut dire que petit à petit, l'intensité capitalistique se renforce. Elle est en train de monter. Absolument, elle est en train de monter. Et ceci est d'ailleurs en partie le résultat des investissements directs étrangers qui se font en Chine, mais aussi en partie le produit des investissements chinois qui sont aujourd'hui extrêmement importants. Alors, pourquoi la Chine se livre-t-elle à cette politique? Il y a évidemment une réponse évidente, c'est la voie la plus rapide pour se développer. Mais il y a aussi une autre réponse, et qui ne me semble pas contradictoire. La Chine cherche à développer un énorme matelas de réserve parce qu'elle sait que nous n'avons pas, nous, pays développés, les moyens de stabiliser les monnaies au niveau international. Et ça, c'est d'une certaine manière la leçon que la Chine a tirée de la crise de 1997-1999, ce qu'on appelait la crise asiatique à l'époque, où elle a dû supporter pratiquement la totalité du choc en Asie. Si vous voulez, elle a réalisé à travers l'ajustement de son économie, le fait qu'elle n'a pas dévalué, alors que toutes les autres économies d'Asie étaient en train de dévaluer, elle a été la variable d'ajustement. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de percée stratégique de la Chine, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'un pays émergent, au lieu d'être déficitaire, mène une stratégie où il est excédentaire. Tout à fait. Mais je pense que cette stratégie est aussi, si vous voulez, la réponse à cette crise, et le fait que les dirigeants chinois se sont dit, bon voilà, le FMI, les États-Unis ne sont pas capables de contrôler le système monétaire international. Donc, si on... C'est un mode de protection. C'est un mode de protection, c'est un mode de protection. Et si on veut éviter qu'une nouvelle crise
n'ait des conséquences extrêmement graves en Chine, nous devons effectivement constituer ce matelas de réserve, mais pour constituer ce matelas de réserve, il faut exporter toujours plus long. Voilà. Vous avez évoqué le terme de stratégie de prédation, c'est un terme grave. Ça. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que derrière, vous voyez une volonté de puissance? Non, enfin, qu'il y ait une volonté de puissance est tout à fait évident. Je ne pense pas que la Chine aspire à dominer le monde, tout simplement parce que ça ne fait pas partie de la culture chinoise. Si vous voulez, autant les Occidentaux du milieu. Enfin, si vous voulez, les Occidentaux ont eu historiquement et continuent d'avoir des visions de domination globale. Dans la culture chinoise, on est bien dans ses frontières et il s'agit de maintenir à distance ceux qu'en chinois on appelle les diables d'étrangers. Il faut savoir que c'est le terme générique chinois qui désigne les non-chinois. Bon. Et c'est plutôt, de ce point de vue-là, l'idée d'un grand îlot, la Chine est quand même un très grand pays, mais d'un grand îlot que l'on cherche à isoler du reste du monde. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de réelle stratégie de contrôle au niveau planétaire, même si, et là d'un point de vue stratégique, on peut voir le développement en particulier de la flotte chinoise avec des intérêts qui sont très nets sur la mer de Chine du Sud, voire sur l'Indonésie. Mais cela n'ira pas au-delà. Alors pour rester sur les émergents, « 290 milliards fixés par le Congrès et que virtuellement les États-Unis sont en faillite. Virtuellement. Alors, là encore, c'est très virtuel parce que tout dépend de comment on valorise le capital qui est installé aux États-Unis. Mais si les États-Unis étaient la Grèce? Absolument, absolument. Si les États-Unis étaient la Grèce, ils subiraient d'une certaine manière la même dévalorisation du capital. Mais d'une certaine manière, qu'est-ce qui se passe avec la baisse du dollar? Les États-Unis dévalorisent leur dette. Et donc, en un sens, les États-Unis se laissent la possibilité de gérer à la fois les pressions macroéconomiques et les pressions monétaires parce qu'ils ont l'instrument de gestion de la monnaie. En fait, on rejoue selon des modalités différentes ce qui s'était produit dans les années 70, au moment où les États-Unis ont décroché le dollar de l'or, après la guerre du Vietnam, c'est-à-dire qu'on dévalorise sa dette. Tout à fait, tout à fait. Et il faut se rappeler quand même du conflit franco-américain dans les années 60. On était allé quand même très loin dans ce conflit avec les Français qui se sont ralliés à l'idée d'un étalon or, mais beaucoup plus parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution que par principe, en réalité. Et puis les Américains qui disaient bon, non, nous tiendrons, qui brutalement ont basculé. On dit en 71 d'abord, on dévalue le dollar par rapport à l'or, et en 73, on abandonne tout lien avec l'or et on laissait flotter leur monnaie. Et ça, c'est un événement qui, d'une certaine manière, a été réellement un événement fondateur. Parce qu'à partir du moment où on est entré dans la logique d'échange flottant, on voit se développer les premiers marchés de produits dérivés. Enfin, monétaire. Alors, on peut pas dériver sur cette question, parce que ça nous amènerait très loin. Donc, on a des pays émergents, et notamment la Chine, qui ont créé des stocks de réserve pour se protéger des fluctuations. Des États-Unis qui jouent avec leur monnaie pour dévaloriser leur dette. Une zone euro, finalement, qui est un peu la variable d'ajustement dans cette histoire, mais une zone euro qui de plus en plus se fracture entre une zone euro nord qui est excédentaire et une zone euro sud qui est endettée et qui en plus se désindustrialise. Un expert pétrolier, Lara Chogrouche, qui nous donne sa vision historique et politique de ce qui se passe en ce moment. La guerre d'Irak aura-t-elle lieu? Si la hausse du dollar est une mauvaise nouvelle pour les économies mondiales, cette guerre contre le terrorisme répond aussi à un enjeu stratégique, le contrôle des ressources énergétiques des années à venir. Je pense que l'effet est direct et même assez lourd pour l'Europe, pour les pays émergents,
parce que les pays émergents consomment énormément d'énergie, pour l'Europe parce que c'est une situation un peu transitoire, mais pas pour les États-Unis. Les États-Unis ont toujours pratiqué cette politique volontariste, même s'ils ont un discours assez libéral, même ultra-libéral, la politique passe avant l'économique. La politique, c'est les positions dominantes des États-Unis à travers le monde, sur le contrôle stratégique des ressources énergétiques, c'est la lutte contre le terrorisme. Et aujourd'hui, nous pensons que l'objectif antiterroriste passe avant la relance économique. Pour Larachogrouche, si les USA cherchent en Irak un contrepoids à son alliance avec l'Arabie Saoudite, la hausse du prix du pétrole permettra de financer l'exploitation de la nouvelle terre promise, la Caspienne. Dans les conditions actuelles et selon les conditions définies précédemment, je ne pense pas qu'il y aura la guerre. C'est pas une prophétie, tout pousse vers la guerre parce que la guerre peut financer malheureusement des projets, des actifs pétroliers, des projets pétroliers énormes et puis toute une stratégie globale. Que seule la guerre peut justifier une mobilisation. Imaginez par exemple la différentiel de $1 sur le baril, ça va induire nécessairement une hausse sur les productions de l'OPEP de 10 milliards de dollars par an. C'est énorme. C'est en partant bien sûr d'une production de 30 millions de barils jour et au niveau mondial de 25 milliards de dollars. Donc l'effet économique et financier est énorme. Une hausse de 4 $ par baril, cela représente 100 milliards de dollars en année pleine. Des dollars que se partageront les pays producteurs, y compris les USA, et surtout les compagnies pétrolières. De quoi financer toutes sortes de projets. Ça permet de financer un effort de guerre contre le terrorisme, parce que c'est 21 milliards par an. Toute la question qui s'est posée, même pour la reconstruction de New York, pour l'effort de guerre, le budget américain ne pouvait pas à lui seul supporter cet effort énorme. Donc 21 milliards, simplement en aval, ça permet de dégager pas mal de capitaux pour financer l'effort de guerre, l'effort de lutte contre le terrorisme et éventuellement le financement des actifs pétroliers nouveaux. Tous les projets pétroliers à partir de la Caspienne, parce que nous pensons, et ça relève à peu près à 155 milliards de dollars entre Chevron, Mobil, Exxon. Réellement sûr et stable, l'Allemagne, la Finlande et les Pays-Bas. Donc il faut faire comme l'Allemagne. Alors, peut-on faire comme l'Allemagne? Peut-on faire comme l'Allemagne? Parce que c'est ça la vraie question. Si on ne peut pas, ça ne sert à rien de poser cette question. On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont différentes entre l'Allemagne et nous, en particulier la démographie, et que donc nous serions obligés de mener de toutes les manières une autre politique que l'Allemagne. Mais surtout, quelle est la politique qu'a menée l'Allemagne? Elle a profité des relances par la consommation que faisaient d'autres pays, la France, l'Italie, etc., pour, elle, déprimer volontairement son marché intérieur et développer ses exportations. Je suis désolé, ça porte un nom en théorie des jeux, c'est une politique dite de cavalier solitaire. Et si on regarde les balances commerciales, on s'aperçoit que l'Allemagne était dans le rouge, était en négatif en 2000, et qu'à partir du moment où elle organise en fait cette forme de dévaluation intérieure, en jouant massivement sur le transfert des charges sur les ménages, mais ce qui va réduire évidemment la consommation, eh bien immédiatement, l'excédent commercial allemand commence à monter, et tous les autres pays de la zone euro commencent à avoir des déficits commerciaux. Des ménages qui ont peu d'enfants et qu'une faible démographie. Absolument. Donc Absolument. avec un coût de reproduction de la force de travail en quelque sorte plus faible. Qui est très faible, mais qui aussi va impliquer la constitution d'un capital pour les retraites, car très clairement, l'Allemagne ne pourra pas adopter le système français, où ce sont les actifs d'aujourd'hui qui payent en partie pour les retraités d'aujourd'hui, et donc pour les actifs de hier. Et ça, c'est un système qui est pensable, qui est logique dans un pays qui reproduit
sa population, ce qui est le cas de la France, mais qui n'est absolument pas transposable dans le cas de l'Allemagne, parce que l'Allemagne va connaître une décroissance démographique assez forte d'ici 20 à 30 ans. Néanmoins, dans les 10 prochaines années, on a une Europe coupée en deux, en quelque sorte, avec une zone euro nord excédentaire, avec en son centre l'Allemagne, et les pays qui sont satellisés en quelque sorte autour de l'Allemagne, une zone euro sud déficitaire, endettée, désindustrialisée, et au milieu, la France. Alors, est-ce que dans les prochaines années, le plus grand risque qui pèse sur la construction européenne, c'est l'euro finalement, sans gouvernance économique pour piloter la monnaie? Est-ce que selon vous, vous qui avez réalisé cet essai de prospective, c'est le plus grand danger qui menace la construction européenne? L'euro n'est peut-être pas le plus grand danger dans la mesure où beaucoup a déjà été fait pour le consolider. Et que parmi les pays dangereux, il y a évidemment la France, hein, paradoxalement. Mais beaucoup a été fait dans la voie de la consolidation de l'euro, c'est-à-dire l'adoption d'une politique financière, monétaire et économique gouvernementale. Tout cela au détriment de situations sociales, notamment dans l'Europe du Sud. Oui et non, parce que la détérioration de la situation sociale dans certains pays est due au fait que les pays n'ont pas tiré les conséquences de l'existence d'une monnaie commune. Je prends l'exemple de la France. Il n'y a pas encore très longtemps, quand on disait il y a un problème du coût du travail, le fait d'avoir mis sur le coût du travail une grande partie du coût de l'État protecteur diminue la compétitivité extérieure de la France et donc entraîne un déficit de la balance extérieure. Et ceci fragilise la situation française, en dehors du fait que le coût du travail augmente le chômage. Bon, ça, évidemment, tout le monde se dit, c'est très bien, s'il n'y avait pas l'euro, on dévaluerait à tout crin, et comme on dévaluerait à tout crin, le revenu et le coût du travail baisserait, et le revenu des Français baisserait, naturellement, de manière très importante, on les ramènerait à la case départ. Mais ça n'empêcherait pas qu'il y a l'apprentissage, dans le monde actuel, il y a l'apprentissage de la maîtrise des coûts économiques. On peut avoir plus ou moins d'État protecteur, mais il faut le faire par un système d'impôt qui n'entraîne pas du chômage. Alors évidemment, plus ou moins d'État protecteur, ça veut dire moins de revenus monétaires utilisables par les ménages. Alors on voudrait bien que l'État protecteur se développe en France, mais que simultanément on ne touche pas à la hausse du revenu des ménages. Malheureusement, c'est une question d'arithmétique, ça ne cadre pas. Pour conclure, Jacques Lezon, est-il utopique finalement aujourd'hui d'aller vers plus d'intégration politique, ou alors avez-vous le sentiment que ce que nous avons en commun est plus fort que ce qui nous sépare de nos voisins? C'est difficile à dire. Ce que nous avons en commun est absolument énorme, au point même qu'on s'en rend plus compte et qu'on considère que c'est acquis. Moi, je vois beaucoup les jeunes qui passent leurs vacances en Angleterre, en Allemagne, en Italie. Ils se rendent à peine compte qu'ils vont dans un autre pays. Donc, ce que nous avons en commun est tout à fait considérable. Mais nos racines historiques ne disparaissent pas si facilement. Donc, je pense qu'on va probablement vers une construction où il y aura des points durs autour de l'euro, et puis après probablement beaucoup de choses à la carte. Ça dépendra beaucoup d'ailleurs de la renégociation avec le Royaume-Uni, si le Royaume-Uni décide de renégocier ses liens avec l'Union européenne. Eh bien écoutez, l'Europe d'aujourd'hui a été mal gérée pendant les années passées. Et donc ce qu'il faut, c'est une autre Europe. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est retourner vers l'arrière et se retrancher derrière les frontières nationales. C'est certainement pas une solution. Mais simplement continuer comme on le fait maintenant, comme les conservateurs et les socialistes plus ou moins le proposent, ce n'est pas une solution non plus. Donc il faut convaincre les citoyens en disant, voilà, pour sortir de la crise, il faut une autre Europe. C'est-à-dire, il faut une Europe beaucoup plus intégrée. Et cette intégration de l'Union européenne va être le moteur
pour créer davantage de places de travail et de croissance économique dans les années à venir. On peut le comparer un petit peu avec ce qu'a fait Jacques Delors dans le temps. Il a lancé l'idée du marché intérieur et ça a été le moteur de la croissance en Europe pendant presque 15 ans, 20 ans. Il faut faire exactement la même chose maintenant. C'est-à-dire l'union bancaire doit de nouveau faire de sorte que l'argent sort des banques vers l'économie réelle. Parce que pour le moment, c'est pas le cas. Le marché unique des capitaux en Europe va faire baisser les taux d'intérêt en Europe, puisque ces taux sont trop élevés, certainement pour les petites et moyennes entreprises. La politique commune au niveau énergétique doit faire baisser les prix de l'énergie en Europe, parce qu'ils sont plus élevés qu'aux États-Unis. Le marché unique au niveau des services et au niveau digital doit faire renaître, je dirais, l'innovation dans un domaine où on a un retard gigantesque comparé aux Américains, parce que toutes les grandes entreprises, Google, Twitter, Facebook, sont tous des entreprises américaines. Voilà la solution pour la crise. La solution pour la crise, c'est pas de se retrancher derrière les frontières nationales. Ce n'est pas, comme certains le disent, de recommencer avec les dettes, en faisant des déficits et des dettes. La solution, c'est vraiment utiliser plus d'Europe pour sortir de la crise.